Kwekwe, bonjour, hello, buenos dias. Il me fait grand plaisir d'ouvrir notre troisième balado avec notre collègue, notre ami France Entrée. Euh, je vais présenter France dans un instant, mais tout d'abord, je suis Paul Ercar, professeur à l'Université du Québec en Outaouais et titulaire de la chaire UNESCO en démocratie, citoyenneté mondiale et éducation transformatoire. France, c'est un grand plaisir de t'accueillir. Comment ça va? Oui, bonsoir Paul. Alors chez nous, quand je dis chez nous en Haïti, on dit honneur et généralement la personne répond respect. Alors je te dis honneur et voilà, respect à toi. Et puis oui, c'est ça, ça va, l'hiver s'en vient ici à Montréal. Alors on se prépare. Oui, oui. Et j'aurais dû dire, avec mes presque 25 ans d'apprentissage de créole, qui s'avance peu, qui Jean Houillet, mais Ah, c'est déjà ça, comme on dit chez nous, la boulée. oui, Napouli, oui, oui, oui. Oui, bon bagaille. Euh, voilà, je vais présenter France et après ça, on va avoir un petit dialogue traitant d'Haïti, évidemment, la vie au Québec, au Canada, et puis par la suite, la communauté haïtienne, la diaspora, et plus particulièrement la question de l'immigration et les demandeurs d'asile et les questions géopolitiques. Alors, mais France est né à Port-au-Prince, en Haïti. Il a quitté son pays d'origine en 1965, à l'âge de 10 ans, pour finalement rejoindre ses parents qui avaient fui le régime de François Duvalier, Papa Doc. Et les 4 ans loin de ses parents ont formaté, préparé France à combattre les injustices et défendre les droits des réfugiés, principalement les demandeurs d'asile. Militant pour la défense des droits humains, France a étudié en ressources humaines, gestion des données en finance. Et il a une expérience de plus de 20 ans en gestion exécutive de la restauration. Passons du monde coopératif à l'engagement citoyen. France a mis ses compétences au service des comités d'usagers d'établissements de santé, des Olympiques spéciaux du Québec et des organismes de solidarité avec Haïti. Il est devenu en 2013 membre fondateur du comité d'action contre la décision 168-13 de la République dominicaine. Et depuis 2015, il est membre fondateur du comité d'action des personnes sans statut, CAPSS, organisme militant principalement pour les demandeurs d'asile d'origine haïtienne. Il est un des figures de proue à Montréal qui demande au gouvernement haïtien de rendre des comptes sur la dilapidation de 4 milliards de dollars américains du programme Petro-Caribé, qui devait servir à mettre des programmes sociaux en place et rebâtir Haïti post-séisme. Depuis 2017, la défense des droits des personnes sans statut et des demandeurs d'asile est son quotidien. Et il voit leur accompagnement et leur représentation bénévolement et fait le lien avec les avocats ayant à plaider leur cause. Il a aussi les récipiendaire de médaille de l'Assemblée nationale du Québec pour son travail pour la cause des anges gardiens. Lors de la pandémie, il y avait beaucoup de personnes d'origine haïtienne qui sont allées soigner, aider et s'impliquer dans nos résidences de personnes âgées et d'autres personnes aux besoins. Euh, France, vraiment un plaisir de parler avec toi. Euh, peux-tu parler, parce que Haïti est tellement présent dans ta vie et la communauté haïtienne à Montréal, il y a des chiffres entre 200 300 000, ça dépend comment les données sont comptabilisées. C'est une communauté, évidemment, tu parles, tu es arrivé aux années 60, alors on est presque 3 4 générations. Si on voit les vagues qui viennent depuis les années 60, sûrement il y avait des gens avant, mais peux-tu parler un petit peu de la communauté haïtienne ici et ton arrivée, ton implication dans la vie ici, dans la communauté?
Oui, très bien, Paul. Et puis, comme on dit souvent, il faut savoir d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Et je crois que c'était important de mettre en contexte pourquoi Montréal et le Québec ont hérité et ont accueilli autant d'Haïtiens dans les années 60, au début des années 60. Donc, Haïti, comme vous le savez, c'est le premier pays indépendant noir qui ont acquis leur indépendance en battant l'armée la plus puissante du temps de Napoléon Bonaparte, une indépendance qu'on a acquis en 1804, mais j'ai tendance à dire, Paul, que nous n'avons jamais réellement fini cette indépendance, parce que dès 1804 déjà, et bien avant 1804, je dirais 1803, alors qu'on a eu cette bataille de Vertières que nous avons gagnée, nous avons été étouffés par l'impérialisme. Donc ça, à travers les temps, il y a eu de gouvernement à gouvernement contrôlé par les Américains principalement, qui à ce moment nous avaient occupés pendant 19 ans. Donc de 19 ans, 1915 à 1934. Donc ils ont établi un système de gestion, si je peux dire aussi politique chez nous, pour arriver à la fin de 1950 avec la nécessité de mettre un gouvernement qui pourrait éviter ce qui est arrivé à Cuba. Parce qu'on doit se rappeler que Fidel Castro est rentré à Cuba et il a foutu les Américains à la porte. Donc il y avait cette pensée, opinion que éventuellement ça pourrait aller plus loin dans les Caraïbes. Donc, c'est important qu'Haïti ne soit pas infecté par justement cette tendance d'aller vers la gauche, enfin, ce qu'on appelait dans le temps communiste. Alors, c'est là que il y avait il y avait un gouvernement militaire dans le temps qui était le président Magloire, qui on craignait pourrait pas forcément suivre la tendance, les désirata des Américains. Et c'est là que les Américains se sont mis derrière François Duvalier, qui était un médecin de formation. Et je me rappelle, mon père, lui, durant la campagne électorale de Duvalier, mon père était pour Louis Desjoie, qui était l'opposition, et c'est une opposition mulâtre. Il faut toujours se rappeler que dans le contexte haïtien, la question de couleur, jusqu'à présent, c'est un héritage de l'esclavage. La question de couleur a une importance incroyable, essentielle chez nous. Alors, oui, mon père a eu à faire la promotion en tant que chanteur Joe Trujillo. Il était un chanteur mulâtre, bien entendu, et qui faisait la promotion de Louis Desjoie, lui aussi mulâtre, et donc ce qu'on appelle métissé. Puis, Duvalier a eu le dessus. Et c'est important que je parle de cette période parce que c'est à cette période-là que beaucoup de gens ont quitté Haïti pour aller ailleurs. Et le ailleurs était autant en Afrique, aux États-Unis, au Canada. Mon père, qui avait fait la promotion de Louis Desjoie, à cet moment a eu un contrat en tant que chanteur d'aller en Europe faire une tournée de casino, parce que le casino international d'Haïti dans le temps, qui était privé, appartenait à un Italien qui en avait 7 autres en Europe, et c'est là que mon père a été faire une tournée pour revenir après les élections. François Duvalier avait gagné, puis d'avoir fait la promotion de Louis Desjoie, bien naturellement, il était inquiété au risque de sa vie. C'est là qu'il nous a quittés, Mhm. les enfants en arrière pendant 4 ans. Ma mère l'a suivi. Et c'est là que, comme tu m'as présenté, il y a eu, j'étais témoin de beaucoup d'injustices et je peux me rappeler, et je crois me rappeler qu'à l'âge de 3 ans, ma mère m'avait demandé de lui promettre deux choses. Et la première, c'était de ne pas être comme mon père. Et ma mère adorait mon père et ne pas être comme mon père. Mon père était l'homme de sa génération, belle voix, bel homme. Bon, vous pouvez imaginer les jeunes femmes en Haïti. Donc, il y avait il avait le choix, l'embarras du choix, mais c'est un homme qui aimait ma mère au plus fond et jusqu'à la fin de sa mort. Et c'est un excellent papa. Ma mère nous dira toujours que c'est le meilleur père qu'elle aurait souhaité pour ses enfants. Cependant, la deuxième chose qu'elle m'a demandé, c'est de combattre l'injustice. Ma mère, très jeune, elle était elle aussi une militante. Elle était une féministe. En Haïti, dans cette période-là, les femmes n'étaient pas forcément reconnues comme militantes et féministes. Donc, j'ai appris très très jeune à identifier des situations d'injustice. Donc, à l'école, j'étais toujours en punition.
Parce qu'aussitôt qu'il y avait quelque chose qui passait en classe, et même si c'était pas contre moi, que je trouvais juste, je me levais, puis je dénonçais, puis je criais. Et donc, j'étais toujours en punition devant le chef directeur. Et donc, c'est ça qui a bâti ma personnalité. Ce sentiment de, je dirais, de colère, de rage que le gouvernement François Duvalier m'avait privé de mes parents pendant 4 ans. Et mon père, après qu'il ait quitté, et mon père étant un personnage public et qui me protégeait par sa réputation. Quand il a quitté, tout était permis. Les écoles étaient devenues un peu l'extension du régime du valierisme. Donc, des gens de ma couleur, oui, on pouvait faire ce qu'on voulait. Puis, voilà. Alors, oui, après 4 ans, finalement, on s'est rejoint. Puis, entre-temps, quand nous sommes arrivés, c'était en 19... enfin, je suis arrivé en 1965, mon père en 61, il y avait à peu près 800 ressortissants haïtiens qui, eux, étaient aussi identifiés comme des communistes et qui étaient qualifiés comme camoquins. Et le mot camoquin, c'est un médicament dans le temps qui portait le même nom, mais qui n'était pas écrit de la même manière. Donc, c'était un médicament contre le paludisme, si je me trompe. Alors, c'était ça. Donc, arrivé ici, il y avait 800 quelques ressortissants haïtiens. On a été presque beaucoup d'entre nous dans Outremont. Donc, Outremont était devenu un peu le bercail de cette communauté d'intellectuels. Donc, c'était des médecins, des avocats, des enseignants et autres, beaucoup qui ont contribué ou participé à cette révolution tranquille qui était activement dans cette période-là, la révolution tranquille. Et donc, nous avons grandi dans un contexte familial où chaque maison à Outremont était la maison de tous. Donc, nous, les enfants, on se promenait d'une maison à l'autre. Puis, comme en Haïti, on a toujours tendance à appeler nos voisins mon oncle, ma tante. Et on avait recréé ici à Montréal cette dynamique familiale entre les familles. Donc, mes amis d'enfance sont encore mes amis d'aujourd'hui. Parce que nous avons eu une très belle enfance, considérant que nous avons été déracinés dans un climat qui n'est pas toujours idéal. Mais on a su créer une dynamique familiale qui était, selon moi, extrêmement saine. Euh, Nous avions planifié, naturellement, d'aller faire la révolution. Donc, l'idée, c'était d'aller éventuellement faire un débarquement à la Castro avec un bateau et puis d'aller d'aller contre Duvalier. Nous, les enfants très jeunes, déjà, on nous faisait faire du karaté, du judo, on participait à des rencontres, on parlait justement il y avait cette éducation qui se faisait. Et puis, mon mentor politique, moi, je remercierai toujours Max Chancy, qui est un grand leader de la communauté, marxiste-léniniste, mais c'est un monsieur qui m'a beaucoup influencé. Alors, c'est ça. Donc, la communauté a grandi à partir des années 60, fin des années 50 et 60, et puis, au fur et à mesure, a pris un peu plus d'ampleur. Et par contre, après, dans les années 70, est arrivée une nouvelle vague. C'était surtout des gens qui rentraient pour aller travailler dans les manufactures. Donc, c'était une autre classe de gens d'origine haïtienne, mais beaucoup plus de cette classe que le Québec recherchait à moindre prix. Donc, la rue Chabanel, entre autres, et d'autres endroits, on retrouvait cette communauté qui rentrait tôt et qui finissait tard. Mais la communauté a grandi avec ce mélange justement de classe et de couleur, bien entendu, parce que la question de couleur reste quand même très présente. Oui, franchement, j'aimerais intervenir et puis on va continuer la progression de l'analyse. Euh, je pense que c'est bien de noter, si je comprends bien, Haïti, avec Duvalier, années 50, était à peu près 4 millions. Et puis à peu près 1 million de personnes, surtout des professionnels, avocats, intellectuels, médecins, ont quitté ou ont été chassés. Alors, on peut imaginer, comme le Canada est 41 millions, si à l'intérieur de 1 ou 2 ans, 10 millions de personnes, des ingénieurs, des avocats, des médecins ont tous quitté. C'est pas que les autres ne peuvent pas fonctionner, mais c'est une perte énorme.
Et le Québec a été construit en partie par tous ces médecins haïtiens, toutes ces infirmières haïtiens, et on en connaît plusieurs. Il y avait même des associations des médecins haïtiens, il y a médecins, association d'ingénieurs, Samuel Pierre et d'autres. Euh, donc, la contribution de la communauté haïtienne était énorme. Et j'ai l'impression qu'aux années 60, l'accueil était, comme tu viens de le décrire, assez riche et accueillant et intéressant. Les questions disons, de racisme ou d'autres, plus tard, c'est vraiment, on peut le sentir, mais quand même, il y avait beaucoup de belles initiatives. Pourtant, en même temps, il y avait le Bureau de la communauté haïtien qui est là depuis plus de 50 ans, qui a accueilli des gens, mais il y avait les gens qui venaient pour des raisons politiques, c'est différent que les gens euh, qui n'avaient pas peut-être nécessairement le même niveau de capital culturel. J'ai une question qui m'intéresse beaucoup de cette époque. Selon toi, ça semblait tellement pervers. Je comprends le contexte géopolitique. Les Américains ne voulaient pas avoir un autre Cuba. Euh, et puis, Duvalier a eu beaucoup d'appui, mais pourquoi c'était nécessaire de commencer de vilifier le peuple haïtien? Et je comprends le mulâtre, le colorisme, mais même il y a des histoires qu'on a exigé que les enfants témoignent des exécutions. Et euh, pourquoi cette brutalité? C'est parce qu'il y avait le soutien des États-Unis, parce qu'ils voulaient liquider je sais pas, créer un règne de terreur, mais c'est un non-sens de vouloir rendre le pays incapable de se faire soigner. C'est quoi ta perspective sur ça? Et je crois que, bon, toute la question de négritude, toute la question de colorisme, etc., euh, occupait un espace important à cette période-là. Et effectivement, les Américains ont beaucoup encouragé justement cet exode, même que c'était plus qu'une question d'exode, c'était une question qu'on vous poussait à aller, par exemple, en Afrique. Il y avait beaucoup de programmes que les Américains facilitaient pour envoyer ces professionnels en Afrique et ailleurs. François Duvalier, pour les raisons de garder le pouvoir, oui, il y avait les militaires, des militaires auxquels il n'avait pas confiance, parce que Paul Magloire, qui était le président militaire, avait fait un coup d'État sur le président précédent, qui était estimé. Alors, François Duvalier voyait possiblement un autre coup d'État. Donc, pour lui, c'était important de neutraliser cette armée. Et c'est là qu'il a créé les Totomacoutes. Et les Totomacoutes, c'est une milice qui était fidèle jusqu'à la mort à François Duvalier. Et c'est presque en totalité, c'est des gens de noirs. Donc, il y avait, je présume, cette nécessité pour lui de démontrer à la population majoritairement noire qu'il est un homme du peuple et qu'il mettait au pouvoir des hommes du peuple. Mhm, Malgré que beaucoup de gens ne savent pas que quand même Duvalier flirtait avec cette bourgeoisie oligarque les Libanais syriens, dont en partie ma mère est issue parce que son père était d'origine syrienne. Et ces gens qui sont arrivés après la Première Guerre mondiale et qui mhm, ont pris contrôle de notre économie et jusqu'à présent le prennent. On a vu le fils de Papa Duvalier, donc Baby Doc, qui a épousé une mulâtre qui est de la famille Bennett. Donc, c'est des bourgeois que, malgré que Duvalier voulait laisser voir qu'il était avant tout un noiriste et puis qu'il voulait que ce soit le peuple noir, mais il avait quand même pris conscience que économiquement, il devait coucher avec cet oligarque. Donc, pourquoi cette méchanceté? Je pense que, et puis je ne m'y connais pas beaucoup, mais je pense qu'on peut comparer aux enfants les enfants au Rwanda, ok, mhm, les soldats, les enfants soldats à qui on donnait des armes sans leur dire pour quelle raison. On leur disait, bon, voilà la raison pour laquelle, et puis fais-en ce que tu veux. Et les Totomacoutes ont mhm, fait ça.
On mhm, leur donnait plein pouvoir. Et puis, mon oncle, entre autres, et j'ai été puni très sévèrement parce que justement, il y avait des totomacoutes et des militaires. Mon oncle, qui était un gars nanti, qui avait toutes sortes de business, et entre autres une épicerie. Il avait cette grande épicerie, puis on habitait à l'étage. Bien, il y avait des totomacoutes, les militaires qui venaient acheter à crédit. Et aussitôt qu'il lui mhm, allait réclamer ses argents pour gérer son entreprise, bien, il était arrêté. C'était un mulâtre, c'était un homme presque blanc. Et il a été arrêté plusieurs fois et deux fois, alors que c'était chez lui que nous étions, mes sœurs et moi, en deux fois, les militaires ou Totomacoutes sont venus l'arrêter durant la nuit. Et c'est moi qui les réveillais à chaque fois, parce que où se trouvait mon lit, c'était là que ce qui donnait sur la rue, c'est là qu'on les entendait appeler mon nom, puis j'étais réveillé à deux fois. Et un enfant, j'avais entre 6 et 10 ans quand c'est arrivé. J'ai gardé un sentiment que j'étais le coupable d'avoir fait arrêter mon oncle, du fait que j'étais, mais c'est un enfant, n'est-ce pas? Du fait que ce soit moi qui l'ai réveillé, que c'était de ma faute. Donc, ça fait partie justement de ce que j'ai appelé mon formatage. mhm, Alors, pourquoi cette cruauté? Ben, je pense que c'était une question de créer cette terreur. Et ne serait-ce que, à un certain moment, il fallait absolument avoir la photo de Papa Doc, de François Duvalier, dans presque toutes les pièces de la maison. Et des gens pouvaient rentrer à n'importe quel moment, voir si on avait la photo de Duvalier. À un certain moment, il fallait avoir le drapeau noir et rouge qu'il avait mhm, réclamé comme étant le drapeau des Saliniens. Et il fallait qu'on ait donc le drapeau noir et rouge et non pas le drapeau que nous avons maintenant, qui a été le drapeau de l'indépendance. Bien, ça, c'est des choses qu'on a eu à vivre. C'est pas ce que les gens disent. Présentement, en Haïti, on parle d'avoir à peu près 12 millions de population, mais 70% de cette population n'ont jamais connu le duvalierisme. Donc, ils en entendent parler. Et oui, c'était que Haïti était un beau pays, Port-au-Prince était un très beau pays, mais c'est un pays que Papadoc a hérité de estimer, qui était le président réellement, qui a créé un développement, qui a créé une projection internationale avec justement, il y a eu une exposition internationale en Haïti. Donc lui, Duvalier a hérité de ce beau pays, mais pour lui, il fallait qu'il garde cette population sous contrôle et la terreur était la manière de le faire. mhm, mhm. Oui, oui, et je pense que notre ami France Voltaire documente tout dans son centre de documentation et c'est intéressant quand on regarde les vidéos d'Haïti aux années 50 sur YouTube ou ailleurs. France a sûrement beaucoup de documents. C'est très intéressant. Peut-être on ne devrait pas être surpris, mais les bâtiments, les soirées, les gens, les marchés, euh, tout semble être gay. Il y avait, je pense, les clubs med, il y avait beaucoup de tourisme, il y avait beaucoup de commerce. Et dans nos voyages en Amérique latine, il y a des cafés, café Haïti au Chili, et puis café Haïti qu'on a fréquenté au Pérou, qui ont été formés aux années 50 quand Haïti exportait le café. Et donc, il y avait une semblance de, malgré tout, mais beaucoup de bonnes choses. Et on voyait les médecins qui est arrivé ici, par exemple, et commencer à travailler tout de suite. Et il n'y avait pas disons, un décollage, reconnaissance des acquis. Euh, euh, Est-ce que le français, Haïti était un pays très français ou est-ce que le créole, parce que maintenant, le français n'a pas vraiment un statut très important. Il y a, je pense, 10 à 15% qui peuvent bien parler. C'est toujours enseigné dans beaucoup d'écoles, mais est-ce que ça, c'était un enjeu aussi en ce qui concerne la question moulate, noir ou français, créole ou... Et je crois le créole est devenu la langue officielle euh, aux alentours justement des années 50, 60, mais je dirais 70. Le français était la langue d'enseignement en Haïti.
Et ça, c'était un découlement de l'esclavagisme, en fait, la période où on a été colonisé, puis c'était les frères, et principalement européens, qui venaient nous enseigner. Donc le français était la langue officielle. Et oui, c'était un enjeu à ce moment-là, mais au fur et à mesure que les gens quittaient, justement, ces professionnels, nous, en Haïti, dans le temps, on n'avait pas le droit de parler créole. On devait comprendre le créole, mais on n'avait pas le droit de parler créole. Il fallait absolument parler français pour les raisons que, bon, le créole est tellement proche du français, on voulait absolument qu'on garde ce beau français qu'on avait été éduqué. Mais au fur et à mesure que les gens, les professionnels qui parlaient français ont quitté, bien, de plus en plus, le créole a pris sa place. Et pour les bonnes raisons, je crois que on doit s'identifier en tant que créoliste avant d'être francophoniste. Et malheureusement, ça nous cause problème. Parce que j'accueille des gens qui viennent ici pour faire soit la demande d'asile et autres, et il y a certaines carences au niveau du français, tandis que notre français est un très beau français qu'on maîtrisait très bien. Alors oui, ça reste un enjeu. Oui. OK. Est-ce que tu peux juste continuer? Tu as décrit un petit peu les vagues de migration 60, 70, juste pour nous mettre à jour avec toutes ces vagues, surtout d'Haïti, parce que c'est une histoire un petit peu de 60 ans au moins, Oui. migration. Oui, bon, il y a eu tellement de gouvernements. Duvalier, bon, alors Duvalier est arrivé en 1957, si je me trompe. Il est décédé en 1971. Son fils est devenu, oui, Duvalier, il faut dire qu'il s'était proposé comme étant le président à vie. Donc, on avait Papa Doc et on avait maintenant Baby Doc. Baby Doc qui était Jean-Claude Duvalier. Et Jean-Claude Duvalier a été chassé pour le mouvement populaire en 1986. Et après 86, on a eu des gouvernements militaires qui ont pris le dessus avec Nafi et ensuite toutes sortes de gouvernements fantoches qui sont venus en place. Et effectivement, ces changements ont amené que de plus en plus de gens quittaient parce que le pays était toujours sur le qui-vive, à savoir qui venait et chaque personne avait leur intérêt. Donc, il y a eu beaucoup d'usurpation des fonds publics. Donc, on a beaucoup approuvé Haïti, enfin, Duvalier étant, vers jusqu'à, je dirais, 2004. Et pourquoi je dirais peut-être un peu avant. On va parler peut-être un peu de Jean-Bertrand Aristide, qui était ce président qui était un ancien prêtre qui a été élu et qui a causé problème justement à l'impérialisme. C'est un président qui réellement visait l'intérêt de restitution de la dette. Peut-être qu'on n'en a pas parlé, mais Haïti, à son indépendance, après avoir chassé les colons, la France lui a imposé une rançon, ce qu'on appelle une double rançon aujourd'hui, une dette de l'indépendance, à savoir que les colons qui avaient perdu leur terre et puis leurs revenus, Haïti devait payer une dette de 500 000 écus d'or, qui aujourd'hui est estimée à au moins 21 milliards. Mhm. Et avec les retombées économiques, ça aurait pu être, on parlerait de 150 milliards de dollars américains aujourd'hui que Haïti n'a pas pu avoir pour son développement. Alors, on parle donc de restitution de la dette de 500 000 écus d'or, mais on parle aussi de réparation, considérant qu'on a créé un climat en Haïti qu'on ne méritait pas. Alors, oui, il y a eu beaucoup de vagues. On a eu, donc, comme je vous dis au tout début, les intellectuels, les professionnels. Dans les années 70, on a eu les gens qui venaient travailler dans les manufactures. Et après Duvalier, là encore, on a eu d'exodes, ou durant Duvalier, il y a eu d'exodes de d'autres professionnels qui allaient un peu partout. En 91, bon, il y a eu Jean-Bertrand Aristide qui a été élu, qui était un progressiste, et il a à peine fait 7 mois, il y a eu un coup d'État. Et donc, il s'est retrouvé à s'exiler aux États-Unis. Il est revenu en 84. Donc, à chaque fois qu'il se passait quelque chose au niveau politique ou social, il y a les gens qui étaient
pour aller ailleurs. Quand Jean-Bertrand Aristide est revenu et il a été réélu président, il y a eu un coup d'État qui a été planifié ici au Québec, au lac Meach, entre autres par Denis Coderre, l'autre Denis, j'oublie toujours son temps. Quoi qu'il en soit, on voyait comme de Jean-Bertrand ici qui avait maintenant effectivement réclamé le remboursement de la dette et demandait réparation, bien il est devenu une menace pour la France, entre autres, aurait dû à rembourser les États-Unis et le Canada. Donc, il y a eu cette rencontre au lac Meach où il y avait que les Américains, les Français, les Canadiens et puis peut-être deux autres pays qui étaient là. Il n'y avait pas d'Haïtiens et puis c'est là qu'ils ont planifié le coup d'État en 2003 contre Jean-Bertrand Aristide le 29 février 2004. Alors là, maintenant, il y a eu l'installation de la ministère parce que le coup d'État a fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont révoltés du fait qu'ils avaient démocratiquement élu Jean-Bertrand Aristide et il y avait une perception, c'était le premier président depuis des décennies qui a été démocratiquement élu. Donc, il y a eu beaucoup de résistance à cette chose. Donc, beaucoup de gens ont été tués. Puis, c'est là qu'on a amené la force onusienne, qui est la MINUSTA et qui nous a occupés de 2004 pour 10 ans, 17 ans. Oui, France. Et puis, Aristide était littéralement enlevé. On l'a placé dans un avion. On l'a emmené, je pense, République En centrale. Afrique centrale Oui, et puis par la suite en Afrique du Sud. et Mais du Sud. c'est un film hollywoodien d'enlever un président. Est-ce que selon toi, le peuple haïtien soutenait pas mal Aristide ou ça venait juste de l'extérieur, des intérêts de l'extérieur? Pourquoi il fallait l'enlever pour le prendre ailleurs? C'est, Et c'est- c'était justement, c'était un président aimé par la population. C'était un prêtre. Donc il y avait, je pense, dans l'imaginaire, c'était quelqu'un de Dieu, c'était quelqu'un avec une intégrité, c'était quelqu'un qui avait des valeurs morales et qui savait parler au peuple. Et qui, à un certain moment, on a tenté d'assassiner même Saint-Jean de Bosco à l'église. Donc il y avait quelque chose autour de Aristide qu'il n'y avait pas dans les autres dirigeants haïtiens. Alors, oui, il fallait se débarrasser parce que d'être un président ancien prêtre qui vient d'exiger restitution à l'impérialiste, aux colonisateurs, non, c'était jamais vu auparavant. Alors, je crois que il y avait une crainte que s'il était tué, assassiné, et il y a eu plusieurs présidents, surtout au tout début des années 1900, qui ont été assassinés. Je pense qu'il y avait cette crainte qu'il y aurait une révolte, parce qu'on voyait déjà venir la population et comment il était aimé. Donc, justement, en 2004, lors de cet enlèvement, et puis merci beaucoup, Paul, de parler d'enlèvement et non pas de coup d'État, parce que pour nous, les deux, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, il y a eu une réaction de la population et beaucoup de gens ont été accueillis. Puis ça fait partie du côté euh, complotiste et puis la participation du Canada, en fait, d'ouvrir les portes à beaucoup de milliers de Haïtiens dans cette période. En 2004, il y a plusieurs de nos compatriotes qui ont été invités à venir parce que soit qu'ils avaient des parents. Donc, on a amené un groupe de gens ici et qui y sont restés. Et le Canada avait mis en place un moratoire pour justement les gens qui n'avaient pas de statut de ne pas être déportés. Donc, on ouvre la porte que tu rentres, mais on ferme la porte pour que tu ne sors pas, finalement. Donc, ça a été ça en 2004. En 2006, il y a eu le tremblement de terre. Là encore, le Canada, les États-Unis et autres ont ouvert les portes pour faire entrer des milliers. Donc, la population, la communauté haïtienne, ici au Canada, a grandi pour plusieurs raisons. Et 2004-2010 a été important pour justement cet afflux de gens qui sont venus grandir la communauté haïtienne ici au Canada. Oui. Et puis, donc, c'est une longue histoire avec Haïti où les gens viennent continuellement. Beaucoup de gens veulent ou voulaient y retourner. Parfois, les gens ont pu, mais
mais c'était très compliqué pour plusieurs raisons. Après le tremblement de terre, Santiago de Chili, la présidente Bachelet avait l'intention d'accueillir 5 000 Haïtiens. Aujourd'hui, il y a une communauté de 250 000 à peu près. C'est très impressionnant. Il y en a qui marchent jusqu'au Canada. Et puis, on est là. Si tu peux parler la question que tu traites tous les jours, les Haïtiens qui viennent au Canada, ils viennent des États-Unis, ils viennent du Chili, ils viennent du Brésil, du Mexique, ils viennent d'Haïti. Euh, euh, ils essaient de se réunir avec la famille. Parfois, ils marchent dans le bois. Parfois, il y a toutes sortes de relations. Euh, et puis, en même temps, on voit que parfois, les gens se trouvent dans une espèce de d'illégalité indocumentée. Parfois, ils ont un permis et comme tu as bien noté, lors de la pandémie, parfois les gens ont travaillé, parfois ils viennent comme étudiants. Mais peux-tu parler de, de, de tout ça? Parce que c'est très inquiétant, parce que le président des États-Unis a la ferme intention de repatrier, renvoyer des centaines de milliers d'Haïtiens qui créent un chaos. Et puis, les gens, il y en a qui veulent venir ici ou ailleurs, mais évidemment, Haïti, c'est pas mal fragilisé. Si on peut parler d'un État failli, ou donc les conditions, voilà, euh, si tu peux Oui. commenter. Bien, effectivement, il y a eu, et c'est là que je parle, un plan d'affaires il n'y a pas beaucoup de richesse qui s'est créée en Haïti après Duvalier. Et une manière, et puis présentement, le PIB d'Haïti, presque 25%, c'est les gens de l'extérieur qui envoient de l'argent à l'intérieur. C'est énorme. On parle de plus de 4 milliards de dollars et peut-être même plus aujourd'hui, Mhm. parce qu'avec le coût de la vie qui a augmenté, on est obligé d'envoyer plus d'argent pour avoir un minimum de produits de base. Alors, la business de donner des passeports pour que les gens partent, sachant qu'ils vont envoyer de l'argent. Donc, les gens vont aller au Brésil, vont aller au Chili, vont aller ailleurs. Ils vont certainement gagner de meilleurs salaires, de revenus qu'en Haïti, parce que presque 70% de la population haïtienne, ce sont des gens qui ne mangent pas tous les jours à leur faim et qui n'ont pas forcément des emplois. Mhm. Alors, les envoyer à l'extérieur pour qu'ils envoient de l'argent à l'intérieur, c'est devenu du business. Donc, les passeports sont donnés rapidement. Et en plus, vous avez des pays comme par exemple le Brésil, le Chili, surtout le Brésil, quand il fallait bâtir des infrastructures, et la République dominicaine également. Et beaucoup des infrastructures en République dominicaine qui est juste à côté, c'est des Haïtiens qui les ont bâties puis qui continuent à les faire. Alors, généralement, ces pays-là, et quand la population, les natives, les Brésiliens, pardon, de souche ne veut pas forcément aller construire des infrastructures, Haïti était un des endroits qu'on pouvait aller chercher une main-d'œuvre d'esclaves. Et puis, il n'y avait pas forcément besoin de visa, donc on te donnait le passeport et puis hop, va au Brésil. Pour bâtir si je me trompe, oui, c'était les Jeux olympiques. Et puis ensuite, c'était la FIFA. Puis donc, on a bâti des infrastructures. Et donc, il y a une population qui a été grandie au Brésil et puis d'autres au Chili. Et tout de coup, avec la crise économique au Brésil, on voulait les chasser. Donc, l'anti-haïtianisme a commencé surtout pour des raisons économiques au Brésil. Et Chili, la même chose. Les Haïtiens au Brésil et au Chili qui se sentaient de moins en moins bienvenus, et même que on prenait les gens, on les mettait dans des avions, on les retournait en Haïti. Donc, ils ont commencé à regarder vers le nord. Et il y avait Obama en 2010 qui avait mis en place le TPS, qui est aujourd'hui quelque chose que Monsieur Donald Trump, peut-être que je ne devrais même pas mettre le monsieur devant,
parce qu'on ne devrait peut-être pas jamais l'appeler monsieur, mais le Temporary Protected Status voyait les gens du Sud voyaient la possibilité d'arriver aux États-Unis et être protégés. Et naturellement, dans leur imaginaire, le rêve américain était encore en vie, donc ils rêvaient d'arriver aux États-Unis, puis la réalité les a surprises. Alors, tu pars du Brésil. Une petite précision, France. Les gens qui ont été accueillis après le tremblement de terre, c'était comme une espèce de visa d'un an renouvelable chaque année, ou est-ce que c'était comme une résidence Dans le temps, sinon, c'était pas de renouveler, c'était que, tout comme présentement, c'est un moratoire qui était là jusqu'à ce que les conditions suggèrent qu'on devrait l'enlever et puis ramener les gens vers... on s'est beaucoup battu en 2018, 2019 pour que le Canada remette le moratoire qui existait depuis 2004, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en 2014, Stephen Harper, le 1er décembre 2014, a annulé le moratoire qui exposait après à peu près 2500 de mes compatriotes à une possible déportation. Et c'est là que nous avons créé le comité d'action des personnes sans statut. Et on s'est battu, beaucoup de manifestations, rassemblements, on a été chercher des partenaires et le moratoire a été remis le 15 février 2019. Oui, on peut imaginer les gens qui sont ici aux États-Unis, ailleurs, 15, 20 ans, les enfants sont totalement intégrés, l'école, et peut-être ils vont à l'université, ils connaissent pas vraiment Haïti, peut-être ils parlent créole culturellement, mais les enfants, ils sont nés ici, ils sont canadiens. Il n'y a pas de question de rapatrier. Mais leurs parents sont toujours dans une zone grise. Euh, et il ne peut pas demander la citoyenneté ou... Bien, alors, je pense qu'il faut distinguer par être quelqu'un qui est arrivé ici et finalement a pu obtenir sa résidence parce que dans la période de moratoire de 2004 à 2014 et maintenant 2019 à maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont pu finalement avoir la résidence, donc qui ne sont pas exposés à une déportation. Ceux qui le sont, ce sont des gens qui sont arrivés principalement comme demandeurs d'asile et dans certains cas qui ont pu être acceptés comme personnes protégées, mais dans beaucoup de cas qui ne le sont pas, et c'est là qu'il y a une possibilité que si le moratoire est élevé, qu'ils vont être déportés. Et dans beaucoup de cas, s'ils n'ont pas pu établir un statut de résident permanent ou autre, pour des raisons humanitaires et autres, oui, il y a une probabilité, une possibilité que l'enfant canadien pourrait être déporté vers, vers Haïti, ou bien l'enfant canadien, le choix serait donné que l'enfant canadien reste ici et se retrouve dans la DPJ ou d'autres milieux d'accueil. Oui, Alors, le c'est- moratoire protège principalement des gens qui sont sans statut, mais les résidents ou les citoyens, non, il n'y aura pas de déportation, même si avant qu'ils deviennent résidents, ils étaient des demandeurs d'asile. Mais une fois personne protégée, le moratoire ne s'applique pas à eux. oui, non, c'est très bien, France. Et tu es bien de préciser toutes les catégories. Parfois, on parle des immigrants et il y a des réfugiés, demandeurs d'asile, il y a des étudiants qui viennent et par la suite, ils avaient droit à un certain temps pour chercher un emploi. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent émigrer d'Haïti qui peuvent demander statut d'immigrant ou est-ce que cette option n'existe plus? Statut d'immigrant ou statut de demandeur d'asile? Non, non, immigrant d'Haïti. Est-ce que quelqu'un d'Haïti peut dire, OK, je veux émigrer au Canada, je Oui, vais venir comme immigrant, et est-ce qu'il y a des cas comme ça maintenant ou... oui, oui, bien sûr. Il y a toujours la possibilité de faire une demande de visa pour venir ici au Canada pour soit effectivement comme visiteur, travailleur qualifié, étudiant. Bon, quoique maintenant, les étudiants étrangers, c'est énorme. Et puis probablement en tant que professeur à l'université, tu peux imaginer combien de milliers de dollars que les étudiants étrangers doivent payer. Oui, il y a différentes catégories de manière pour arriver ici au Canada. Il y a entre autres des provinces qui mettent des programmes spéciaux d'accueil francophone. Donc des gens, par exemple des infirmiers ou infirmières, infirmiers, des ingénieurs, des jobs qu'il n'y a pas justement cette ressource
francophones. Mm. Ici au Canada, oui, il y a des programmes que certains, le Manitoba entre autres, le Nouveau-Brunswick, qui ont des programmes pour aller chercher l'immigration francophone, pas seulement les Haïtiens, bien entendu, mais il y a ces programmes. Alors, juste pour peut-être quand on parlait de TPS et cette migration principalement dans les années, je dirais 2015, 2016, 2017, qui amenait les gens vers le nord, faisait que le Mexique a hérité de tous ces gens qui arrivaient à la frontière américaine qu'on n'acceptait pas automatiquement. Donc, il s'est bâti une communauté importante présentement au Mexique. Et puis, bon, il y a eu toutes sortes de programmes qui leur permettaient de rentrer, mais beaucoup sont rentrés d'une manière illégale. Et puis, c'est là que Donald Trump quelque part, a un peu raison, mais la grande majorité, ce sont des gens qui, on reconnaissait qu'ils étaient dans le pays, donc ils n'étaient pas illégaux. Ce sont des gens qui étaient, tout comme ici, beaucoup de gens qui sont entrés par le chemin Roxham, qui est un point d'entrée irrégulier, au lieu de dire illégal, c'est des gens qui sont connus, qui sont répertoriés, et puis on sait qu'ils sont au Canada, contrairement à maintenant, avec les exceptions que le Canada a mises de pouvoir faire la demande d'asile, il faut avoir un parent de premier degré, mais présentement, la grande majorité n'ont pas de parents de premier degré, et puis je parle de grands-pères, grands-parents, des parents, époux, épouses, enfants, mon oncle, maintenant, la grande majorité des gens qui sont en train de fuir Donald Trump parce qu'il a annulé deux programmes, enfin un programme important qui est le programme de Joe Biden qui avait été mis en place, qu'il a complètement annulé. Il a tenté d'annuler le TPS. Enfin, il l'avait annulé, mais il y a une cour fédérale qui a renversé et jusqu'à l'année prochaine. Donc, on a hérité de toute cette migration de gens du Brésil, Chili et d'autres pays d'Amérique du Sud qui ne pouvaient plus vivre économiquement ou socialement parce qu'il y avait ce racisme grandissant. Donc, ils ont décidé, bon, on va aller aux États-Unis parce que le rêve américain dans leur tête est encore existé, et puis c'est loin de là. C'est loin Mm. de là. Et puis, le contexte, ça s'est empiré. Je pense que lors de la campagne présidentielle l'an dernier, il y avait l'illusion qu'il y avait, soi-disant, des Haïtiens qui mangeaient des chiens et des chats et qui faisaient du vaudou. Et quand on a fini par comprendre tout ça, il y avait un culotté, mais apparemment c'était des gens qui étaient citoyens réguliers. Mais c'est pas l'État d'Ohio. Et avant ça, il parlait, Haïti, c'est un pays trou de merde. Et il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus racistes, palpablement. Euh, est-ce que au niveau légal, la jurisprudence, est-ce que un des problèmes, c'est que les Haïtiens qui arrivent aux États-Unis devraient tout d'abord régler leur statut dans un tiers pays avant de venir au Canada? Ou est-ce que les gens peuvent aller n'importe où? Est-ce que ça, c'est un problème aussi? C'est que en quittant les États-Unis, le Canada est obligé de les retourner aux États-Unis, mais on ne peut pas nécessairement parce que les États-Unis veulent les rapatrier en Haïti ou... Bien, en fait, ce qui arrive, Paul, et puis je vais parler de maintenant, mais il faut parler de 2016, quand Donald Trump faisait sa campagne électorale et qui avait dit qu'il ne renouvellerait pas les TPS de plusieurs pays, de Mhm, ressortissants de plusieurs pays, dont les Haïtiens. Et on parlait, dans le temps, il y avait à peu près 50 à 60 000 ressortissants haïtiens qui avaient le TPS. Et quand Donald Trump a dit non, je vais annuler le programme. C'est dans la même période, donc on parle 2016, mais dans la même période, Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, en janvier 2017, a dit, si vous fuyez la persécution, bienvenue au Canada, la diversité est notre force. Bien, qui a entendu mieux que d'autres que effectivement le Canada ouvre les bras, surtout dans la province francophone en Amérique du Nord ou bien dans tous les Amériques. Donc, c'est les Haïtiens, sachant qu'il y avait une communauté très forte haïtienne. Donc, on s'est retrouvé avec cette crise ou cette vague en 2002 qui a commencé plus ou moins au mois de mars, mais qui s'est accélérée
et de mai jusqu'au mois de septembre, c'était des milliers d'Haïtiens qui sont arrivés ici, qui n'étaient pas couverts par TPS. Et c'était dans la période où encore le chemin Roxham, qui était ce point d'entrée irrégulier, les gens arrivaient à pied des États-Unis, rentraient par le chemin Roxham, ils étaient accueillis avec un beau sourire par les agents la GRC qui leur disait si vous franchissez cette ligne, on va vous arrêter. Puis ces gens avec le beau sourire disaient oui, arrêtez-moi. Et une fois qu'ils ont traversé la ligne, l'agent frontalier prenait leurs valises, leur donnait des couvertures, etc. Donc c'était une manière extrêmement humaine que Oui. le Canada démontrait son humanisme justement, parce que on avait besoin de cette main-d'œuvre. Aujourd'hui, si on parle de 2017, rappelons-nous 2019, rappelons-nous 2020, 2021, qui ont sauvé des vies justement dans nos systèmes de santé, des CHSLD, la résidence privée et autres. C'est cette communauté de gens qui sont arrivés en 2017 et qui ont rapidement été à faire des jobs ou des emplois que le Québécois ou le Canadien de souche ne voulait pas faire. On parle de préposé aux bénéficiaires, qui est un travail incroyable, très difficile. Excusez-moi le mot si je vais dire à torcher le cul des gens. C'était pas ce que souhaitait faire le Canadien, le Québécois dessous. On ne voulait pas être agent de sécurité. Et puis je me rappelais dans le temps, quand j'ai commencé à les accueillir massivement, l'Emploi Québec offrait à ces gens-là, ah, tu devrais les faire agent de sécurité, ah, tu devrais les faire préposer aux bénéficiaires, parce que dans le temps, on n'avait pas besoin autant de gens. Mais quand est venue la pandémie, les préposés aux bénéficiaires ou les gens de la santé qui ne voulaient pas aller travailler, puis qui se permettaient de rester à la maison à commander du Uber Eats, ben, ceux qui étaient dans la rue, c'était justement cette communauté de gens qui sont arrivés massivement en 2017 et je me promenais à Montréal pour voir qui était dans les rues. Et Montréal était devenu un pays du tiers-monde. On voyait pas le Québécois de souche, le blanc, si je peux dire ici, parce que chez nous, en Haïti, on parle toujours d'une question de couleur, mais Montréal était devenu une ville de tiers-monde. Et je blaguais souvent de dire, ah, j'ai croisé deux ou trois blancs, parce qu'il y avait naturellement le curfew, le couvre-feu, et j'ai croisé deux ou trois blancs et puis dans la rue, et puis c'était, je disais là-bas que c'était l'enseigne euh, et sur les poteaux qui vous dit que vous pouvez marcher, que vous pouvez traverser la rue, c'était le petit bonhomme blanc là qui salue. Alors c'était ça Montréal. Donc euh, nous sommes aujourd'hui une communauté, à mon avis, qu'on ne donne pas tout le crédit de la contribution tant de les années 50, 60 et autres, mais tout récemment, durant la pandémie, il a fallu se battre. Et puis, je me rappellerai toujours quand j'ai prononcé que les gens du système de santé, que François Legault lui-même avait qualifié au début de travailleurs essentiels. Donc, c'était les préposés aux bénéficiaires, les agents de sécurité, les gens qui travaillaient chez Maxi et autres. Ils les avaient qualifiés de travailleurs essentiels. Par après, il les a appelés les anges gardiens. Alors, j'ai dit, écoutez, et si je me rappellerai très bien, c'était le 2 mai 2020 que j'ai dit, bien, si vous croyez que c'est des anges gardiens, donnez-leur une médaille. Et la médaille, c'est la résidence permanente. Et c'est là que d'autres ont entendu. Puis, on a créé des groupes de pression pour aller chercher des programmes de leader permanent, programme que François Legault ne voulait pas donner. Il a fallu se battre très, 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 très fort pour finalement avoir un petit suçon au lieu d'avoir le gros gâteau. On a une petite tranche Oui. du gâteau et c'est là qu'il y a eu, avec les pressions que nous avons eues, si je me trompe, à peu près 18 000 personnes, principalement des préposés aux bénéficiaires, à travers le Canada qui ont pu avoir la résidence permanente. Mais nous, on aurait souhaité, c'est pas seulement les préposés aux bénéficiaires qui touchaient directement les gens qui étaient infectés, c'était ceux qui travaillaient dans les hôpitaux, dans les cuisines des hôpitaux, c'était les agents de sécurité à l'accueil dans les hôpitaux qui servaient en fait comme des préposés aux bénéficiaires. Il y a eu, ça aurait été des centaines de milliers de gens qui auraient pu avoir ce programme. Malheureusement, la résistance de M. Legault a fait que c'est... Donc, je crois que l'apport
non seulement des Haïtiens de ce qui s'est passé récemment, est sous-estimé et est sous-évalué. Et il y a un manque, à mon avis, de respect, je pourrais dire de respect, quand on parle aujourd'hui que les gens qui arrivent à la frontière, entre autres le ministre de l'Immigration du Québec, Jean-François Roberge, qui qualifie qu'on ne peut pas accueillir toutes les misères du monde. Mais c'est cette misère du monde qui sont venues à nos portes en 2017 qui font qu'on a sauvé des vies. Donc, c'est les futures misères du monde, futurs préposés aux bénéficiaires et autres, qui éventuellement vont sauver le Canada parce qu'il y a une décroissance démographique et économiquement, pour grandir, ça nous prend des gens. On a présentement un déficit démographique. Trop de gens ont pris leur retraite anticipée durant le COVID, donc on a besoin d'accueillir des gens ici au Canada. Oui, c'est intéressant de noter, France, euh, la générosité très forte du Canada vis-à-vis les Ukrainiennes. Et on a donné des visas à 1 million d'Ukrainiennes pour venir au Canada s'installer sur un programme. Et 300 000 sont venus et c'était pas évident, facile pour tout le monde, mais 300 000, c'est un groupe important. Et euh, on n'a pas vraiment entendu parler du fardeau ou des problèmes, mais la question des Haïtiens, c'était toujours sous-entendu. C'est pas des gens intéressants dans les médias. Et c'est quoi le statut maintenant? Les gens qui sont arrivés il y a 2, 3, 4, 8 ans et demandeurs d'asile qui sont peut-être régularisés maintenant ou qui sont ici. Et comment tu verrais leur intégration au niveau de l'emploi communautaire, éducation? Bien, il reste que le Québec par, ok, excusez-moi, la CAQ. On ne peut pas parler que le Québec. Je pense que le Québécois, généralement, reste aussi accueillant et généreux dans l'accueil d'une immigration. Malheureusement, c'est une immigration sélective. Et ça dépend, là encore, une question de couleur. Malheureusement, autant que chez nous, la question de couleur est importante, mais au Québec, c'est la même chose. De parler, de faire, de protéger la langue française, de protéger les valeurs québécoises, de, de surpoids ou de capacité d'accueil, c'est de la foutaise. Je suis désolé, mais ça continuait tous les jours, à toutes les semaines, tous les mois, et puis depuis maintenant, il faut savoir que le gouvernement de François Legault a été élu la première fois en 2018 sur la question de l'immigration, parce que justement, il a surfé sur cette chose qui est arrivée en 2017, où des milliers de gens sont arrivés. Et la population québécoise, canadienne, mais plutôt montréalaise, ont vu arriver des milliers de gens du jour au lendemain qui se promenaient dans les rues, donc des gens de notre diversité colorée, avec les petits bracelets au bras qui identifiaient dans quel centre d'hébergement qu'ils étaient, parce qu'on a dû ouvrir des hôtels et puis toutes sortes de... il y avait plus que 10 centres d'hébergement dans le temps, et le Québécois voyait venir cette invasion de gens qui ne s'attendaient pas à recevoir, et puis le système n'était tellement pas prêt à accueillir autant de gens, tant au niveau des forces à la frontière, au niveau du système social, parce qu'il fallait aider avec les deux derniers recours, les hébergements, etc., etc. Donc, on a vu ça et le groupe dit, tiens, c'est un sujet, pour, à mon avis, qui va être mon cheval de bataille Mm. pour être élu en 2018. Et effectivement, il a été élu sur la question de diminution de l'immigration, mais c'était une immigration colorée. Parce que quelque part, le Québécois, et puis pour te dire franchement pas, j'ai jamais su qu'il existait des groupes d'extrême droite comme la Meute, Oui. Nord Alliance. Je dis, mais où ils sont ces gens-là? Et puis on leur permettait de dire ce qu'ils voulaient. Euh, Ce qui était aussi douloureux parce que justement, il y avait, le système n'était pas préparé à ça. Et c'était aussi de voir des avocats qui prenaient des dossiers, des centaines d'ailleurs. Il y a un avocat, entre autres, un avocat qui a été radié parce qu'il avait pris des centaines de dossiers du jour au lendemain et qui avait mal monté les dossiers. Donc, c'était douloureux pour moi de voir
ces gens qui arrivaient avec l'espoir canadien encore en tête, Oui, et puis qu'on accueillait quand même raisonnablement bien, mais qui étaient perçus comme étant des gens qui viennent nous prendre oui, oui, plutôt que de contribuer. Et oui, aujourd'hui, on devrait montrer jusqu'où on contribue. Moi, les chiffres, je les vois. oui, Ce qu'on donne en aide de dernier recours, ces gens-là le payent plus que multiples fois en travaillant deux ou trois emplois. Donc, la question, le Québec est-il aussi accueillant qu'il a déjà été? Non. Parce que politiquement, on répète que c'est les migrants, les demandeurs d'asile qui mettent du poids sur le système de santé, l'éducation, le système de logement. Bien, ça, c'est des choses que M. Legault, plus que nous d'autres, qui étaient ministre de l'Éducation et ministre de la Santé sous Pauline Marois, il savait que le système n'était pas prêt mhm, pour même une population grandissante. Même on voyait les listes d'attente pour les opérations, on savait les urgences, mais ça, c'était bien avant 2017. oui, On savait qu'il y avait des systèmes sociaux qu'il fallait ouvrir pour pouvoir permettre à cette population de grandir d'une manière saine. oui. Alors, c'est ça. Je pense qu'au Québec comme au Canada, on voit en région, pas dans les grandes villes, Toronto, Montréal, Vancouver, où les gens viennent massivement, mais en région, les gens commencent à quitter, ils ont besoin de la main-d'œuvre, ils ont besoin de toutes sortes de soutien pour rester. Et on le voit au niveau universitaire, l'idée de baisser le nombre d'étudiants internationaux. Il y a certaines universités, ça c'est des programmes, mais les universités en région souvent sont en place à cause. Et les étudiants qui viennent très humblement, et, ils veulent étudier, mais souvent s'ils veulent rester, ils sont déjà formés, ils connaissent la culture et c'est un atout entre le pays et ça, c'est la dynamique. On voit ça partout maintenant, les tendances d'extrême droite au niveau politique. France, pour conclure, peux-tu parler un petit peu de nos amis, nos voisins, ICE, et la radicalisation, Mhm. Mhm. chercher des gens après l'église, chez les dépanneurs, dans les écoles. Et comment tu es impliqué? Est-ce que tu as aussi des cas, un soutien, parce que j'imagine que ça, c'est pas juste un truc national, c'est international. Il n'y a pas nécessairement de frontières. Mais oui, écoute, je collabore avec plusieurs groupes. Quand j'ai commencé en 2015, quand nous avions fondé le CAPS, le Comité d'action et d'investissement de statut, un de nos partenaires du choix était Solidarité sans frontières, justement, qui a cette vision de ne pas avoir, dans le monde, ne devrait pas avoir de frontières, parce que c'est ces frontières-là qui créent l'illégalité, les crises sociaux et humanitaires. Donc, ça a été un des premiers groupes avec qui nous avons beaucoup collaboré. Et nous avons pu trouver aussi d'autres groupes de d'autres communautés ethniques, culturelles. C'était tous ceux qui souffraient des mêmes problèmes que nous. Entre autres, je peux te dire, durant la période où le moratoire n'était plus en place, donc fin 2014, et jusqu'à ce que nous, au moins, le moratoire pour les Haïtiens été remis en 2019, il y avait deux groupes ethniques principalement qui étaient refusés lors de leur demande d'asile, de leur audience de demande d'asile, et rapidement déportés, c'était les Haïtiens et les Nigériens. Et ça, je le constatais, j'accompagnais beaucoup de gens pour voir si on pouvait avoir des issues. Donc, les systèmes font que le Canada, oui, il y a une perception de générosité et d'accueil, mais je crois qu'il y a et jusqu'à présent, on demande un programme de résidence pour tous, pour plus de 500 000 personnes présentement qui sont sans statut. Alors, il faut rapidement dire, oui, les gens du Brésil qui ont passé des 14 pays dans certains cas pour arriver ici au Canada, dans des conditions incroyables où femmes ont été violées, maris ont été tués, même maris violés devant leurs femmes et leurs enfants pour arriver ici, et puis de voir que le rêve américain ne fonctionne pas, le rêve canadien non plus, et puis de se voir, peut-être après avoir quitté leur pays d'origine depuis 12 ans,
et plus, même que j'ai une jeune dame qui est présentement, elle a 33 ans, elle est arrivée aux États-Unis à 14 ans. Et pour des raisons de patriotisme, elle n'a jamais voulu aller chercher la résidence et la citoyenneté américaine. Et elle était sous une protection temporaire et puis elle a dû venir ici. Bon, et ce sont des gens qui amènent un bagage incroyable. Alors, ce qui se passe présentement, c'est que Donald Trump reste, tout comme François Legault, la question d'immigration est une priorité pour eux de chasser ces illégaux, alors qu'il y a des gens qui sont aux États-Unis depuis une trentaine et 40 ans plus. Mais le fait d'avoir fait une petite erreur, peut-être dans un crochet, ou bien un CCD qui devrait pas être là, parce que naturellement, je ridiculise un peu, mais il y a des choses que les gens, on va aller chercher les gens pour les mauvaises raisons. Mais pour la propagande de Donald Trump, on crée des injustices incroyables. Alors, présentement, on estime qu'il y a à peu près 500 000 gens d'origine haïtienne qui étaient soit sur le TPS ou le programme de Joe Biden, qui est le Parole, Humanitarian Parole programme, que Donald Trump a arrêté, si je me trompe, le 26 ouais, le 20 non, le 24 mars, le 24 avril 2025. Donc, tous ces gens qui étaient encore sur le programme qui étaient protégés, à partir du 24, sont devenus illégaux. Journellement, demain, pas de permis de travail, permis de conduire généralement est associé au permis de travail. Donc, on s'est retrouvé avec des illégaux, et c'est vrai, maintenant qui étaient dans l'illégalité, qui se terraient chez eux. Et de cette jeune fille, entre autres, que je parlais, qui était terrée chez elle depuis avril, finalement, qui est arrivée au mois de juin, c'est là que j'ai l'aidé à remplir sa demande d'asile. Donc, on se retrouve présentement des gens qui sont poursuivis, qu'on va chercher chez eux, dans les rues, dans les épiceries et ailleurs. Donc les gens marchent à se demander. Et ma sœur qui vit en Californie, ça fait plus de 40 ans, elle a la double citoyenneté. Elle se dit, qu'est-ce qu'ils vont trouver dans mon dossier il y a 40 ans qui justifierait qu'ils viendraient me chercher puis me retourner vers ici. Parce que, et ce que je comprends, de gens, parce que d'ailleurs, on n'accorde plus de visa aux Haïtiens. Donald Trump a mis, si je me trompe, 7 pays, si Oui, je me trompe, où leurs ressortissants ne pourront plus avoir de visa. Donc, le moindrement que tu es d'origine haïtienne, tu te questionnes, tu te questionnes à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'ils vont venir me chercher. Et Donald Trump a même déporté, ou bien ICE a même déporté des citoyens américains. Mais leurs origines font qu'ils les voient comme des illégaux. La République dominicaine a eu à faire la même chose, d'ailleurs, en 2013, avec le, la décision 68.13, où ils ont dénationalisé plus de un quart de million de Dominicains d'origine haïtienne et rétroactif à 1929. Alors, tu peux t'imaginer ce genre de choses aux États-Unis, c'est terrible. Donc, les drames qu'on vit présentement, à la frontière canadienne, où on refuse les gens de rentrer parce que justement, ils n'ont pas de parents de premier degré. Donc, c'est réellement un programme de réunification familiale et non pas un programme de demande d'asile selon les normes de la Convention de Genève. Alors, il y a tous ces gens qui quittent et qui m'appellent des États-Unis étant pour me demander qu'est-ce que je peux faire pour venir ici. oui. Donc, la grande majorité des gens qui arrivent à la frontière ne sont pas éligibles. On les retourne du côté américain. Arrivé du côté américain, on voit que c'est un Haïtien ou bien pour des raisons X, Y, on les détient, on les remet entre les mains de ICE. Ils sont envoyés dans des centres de détention, entre autres, c'est Crocodile, Alcatraz Crocodile, quelque chose comme ça, qui a été créé Oui, oui. en Floride. Donc, c'est terrible.
Mais C'est un drame incroyable. Le Canada, à travers ce programme de réunification familiale qui se dit être une demande d'asile, est complice de déporter des gens par proxy. On s'est dit, ah, on va pas les laisser rentrer, mais à cause de l'entente du tiers pays sûr qui a été renouvelée entre le Canada et les États-Unis, entente qui dit le premier pays dans lequel tu mets les pieds, c'est là que tu dois faire la demande d'asile. Mais si tu fais cette demande-là aux États-Unis, tu n'es pas recevable ici au oui. Canada. Donc, chemin Roxham permettait de contourner l'entente de tiers pays sûrs. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Les, Alors, ICE va chercher les gens et j'ai beaucoup de cas de détention et de déportation j'ai, qui sont aux États-Unis. Mais on m'appelle pour me dire, Monsieur André, qu'est-ce que je fais? J'ai mon frère qui a été, mon fils, etc. Et puis ils sont avec ICE, donc j'ai eu à trouver des avocats et beaucoup d'avocats et beaucoup d'organisations qui généralement aident les immigrants ne veulent pas toucher au cas de ICE. Le moindrement que c'est un dossier où ICE est inclus, de peur que Donald Trump va vous pénaliser, bien non. Alors il a fallu que je trouve un avocat ici entre autres qui demeure à Windsor, Ontario, mais qui est professeur d'université en Illinois, et c'est le seul que j'ai pu trouver qui a pris quelques cas de oui, AIS présentement. on est dans une époque extrajudicielle où on peut même, j'ai lu hier, 170 citoyens américains qui étaient envoyés, je ne sais pas quelle prison ou quel pays. Euh, Petite précision, les gens qui sont aux États-Unis depuis 20 ans ou 10 ans, qui viennent au Canada, mais ils n'ont pas nécessairement un statut permanent aux États-Unis, pour préparer des demandes d'asile au Canada, on indique qu'on a peur de retourner aux États-Unis, donc on a besoin, on veut rester au Canada, ou est-ce que c'est surtout Haïti? Parce que dans les deux cas, on ne peut pas retourner dans ces deux pays-là. Bien, et effectivement, Paul, et puis, bon, comme je te dis, ça fait depuis 2015 que je fais ce que je fais, et puis généralement, tu mets le pays de risque qui représente un danger pour toi. Généralement, c'est le pays de naissance. Dans ce cas-ci, si on parle des Haïtiens, c'est Haïti. Ou quelques pays que tu peux démontrer que là, dans ces pays-là où tu as transité, que là encore ta vie était en danger. Donc, depuis le mois d'octobre, avant même que Donald Trump a été élu, depuis de l'année dernière, donc octobre 2024, je mets maintenant aussi les États-Unis comme pays à risque. Parce que c'est clair, c'est le cas. Les gens reçoivent des documents qui les disent, désolé, à partir du 24 avril, vous n'êtes plus protégé par, et d'ailleurs, vous avez jusqu'au mois de septembre, je pense qu'ils visaient le 2 septembre, voilà, pour quitter le pays. Autrement, c'est AS qui va vous éjecter. Bien, le Canada, mais avec l'entente des tiers pays sûrs, continue à soutenir un pays qui représente un danger pour des centaines de milliers. Donald Trump avait parlé, quand il faisait sa campagne, on parle de 11 millions de gens aux États-Unis, selon lui, qui sont des illégaux, qui sont des criminels, ce sont des gens qui ont tué, etc. Puis c'est toujours Obama qui est les coupables, et puis Joe Biden. Bien, on parle de gens qui parce que le Canada et les États-Unis est devenu un pays à risque. Alors, systématiquement, je mets les États-Unis comme pays de risque et il est clair que le Canada va pas officiellement désavouer cette chose-là, mais je souhaite sensibiliser les commissaires quand les gens passent en audience que ces gens-là, et puis on dépose des preuves de lettres qui a été envoyées, que ces gens-là n'avaient pas le choix que de venir ici ou bien d'aller ailleurs, parce que les États-Unis, systématiquement, les déportent dans le pays où ils sont à risque. Oui, oui, le coût est énorme pour chercher, détenir, renvoyer. Le coût économique, mais le coût politique. Les États-Unis,
est devenu un pays un petit peu extraordinaire. Les gens ont peur d'y aller. Il y avait des travailleurs de Hyundai pour monter une usine qui ont été détenus maintenant avec la Coupe mondiale, les Jeux olympiques. Et il y a beaucoup d'irrégularités. Les gens dans le monde académique qui peuvent être détenus, on peut regarder. Alors, il y a un coût, mais aussi un coût contre les États-Unis parce que les gens font du travail, les gens paient des impôts, les gens bâtissent leur communauté. C'est extraordinaire, cette époque. France, pour conclure, c'est quoi ta vision, ta perspective pour les prochains 2, 3, 4 ans euh, vis-à-vis l'instabilité avec des migrants documentés, indocumentés euh, dans nos pays parce que c'est un truc qui se chevauche partout. Bien, oui, effectivement, ce qu'on voit, et ce qui se passe aux États-Unis, euh, se passe maintenant ici au Canada. Donc, il ne faut pas dire que ça ne se fait pas avec toute cette démonisation des dernières années qu'on répète à tour de bras que les immigrants sont le problème de tous les mots qu'on peut utiliser. Si la neige tombe à gauche et non pas à droite, ben c'est les immigrants. Et je ridiculise un peu, c'est tellement rendu ridicule. Cependant, on se retrouve que présentement, la croissance économique du Canada est malheureusement à cause des sanctions, mais aussi à cause des programmes ou des programmes d'immigration qui réclament entre autres qu'auparavant, certaines compagnies pouvaient avoir des travailleurs étrangers qui vont aller cueillir dans nos champs, etc. On pouvait avoir jusqu'à 30% des travailleurs d'une certaine compagnie. Maintenant, ils l'ont descendu à 10%. Mais imagine, 20% de ces travailleurs qui venaient depuis des années et, et, et qui cueillaient, qui allaient faire ce que vous et moi, on ne veut pas faire, pour envoyer de l'argent aux États-Unis, bien, des entreprises sont en train de fermer les portes. Avec ce qui se passe présentement, où justement, les Canadiens ont décidé de boycotter les États-Unis à cause de ce qui se passe cette année pour beaucoup d'entreprises et le Québec même. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé de rester ici au Canada, de garder cet argent qu'ils allaient ailleurs, qui auraient dû bénéficier justement de ce boycottage qu'ont fait les États-Unis, mais les hôtels, des fois, ne pouvaient pas ouvrir toutes les chambres parce qu'ils n'avaient pas d'employés Oui, et etc., etc. Moi, j'ai eu à annuler un voyage. Je devais aller à l'ONU au mois d'avril. Il y a eu, l'année dernière, j'étais à Genève. C'était pour le Forum permanent des Afro-descendants, auquel que j'ai participé. Et c'est là aussi qu'on avait mis beaucoup d'intérêt sur la question des restitutions et puis de réparation pour Haïti. Puis ils avaient décidé cette année que le forum permanent qui se faisait à New York Haïti serait le point central parce que les pays d'Afrique ou les pays qui ont reçu des Africains étaient attentifs à savoir est-ce que Haïti, on le souhaite encore parce qu'il y a un comité qui a été créé, va avoir cette restitution et cette réparation, mais à cause de mes positions par rapport qui est très critique naturellement des États-Unis et de Donald Trump et ici au Canada de Legault et puis du gouvernement canadien, les gens m'ont dit, France n'y va pas. oui, oui, Et j'avais des gens qui m'appelaient de partout, France n'y va pas. Et effectivement, j'ai dû annuler, alors que pour moi, c'était important. Ce forum-là était important pour justement continuer à pousser le besoin d'avoir une restitution et une réparation. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Je pense qu'on n'aura pas le choix que de changer, enfin, quand je dis on, je parle du Canada, de changer les politiques ou comment on peut rentrer au Canada. Je pense qu'on doit respecter notre signature de la Convention de Genève, une Convention de Genève, à mon avis, qui devrait être aussi révisée parce que les 5 raisons de pouvoir réclamer l'asile ne sont plus seulement les mêmes raisons. On parle des problèmes climatiques qui devraient être inclus. On devrait parler des guerres internes, à savoir comme en Haïti présentement, on parle de guerre, mais moi, je parle plutôt de mercenaires. Ce sont des gens qui travaillent pour les besoins, les intérêts des oligarques, entre autres, pour les États-Unis, le Canada. Donc, l'évolution, je crois,
du futur demanderait qu'on révise la convention, qu'on respecte nos signatures, signatures que le Canada a encore, et puis qu'on voit à accueillir les gens dans la dignité et le respect selon les besoins démographiques, mais aussi les besoins économiques. Parce que là, on est en train, selon moi, de se tirer une balle dans les pieds si on ne voit pas à réviser nos politiques, si on ne voit pas à ouvrir notre vision de qui on veut avoir ici. Parce que le Canada, je trouve, et principalement le Québec, Monsieur Legault, il y a cette recherche d'immigration sélective. On veut l'Européen aux yeux bleus, etc. Mais il y a ces gens qui viennent ici et qui sont prêts à faire n'importe quoi que le Québécois ou le Canadien ne veut pas faire, on les rejette. Alors, il y aura, j'ai quand même espoir, hein. Je suis un humaniste, je ne baisserai pas les bras de sitôt et je vais continuer à faire ce que je fais. Oui, et moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on fait face à un triple coup, je ne sais pas la métaphore dans le boxe ou le baseball, mais on a une baisse du nombre de migrants, immigrants, tout. On a des taxes douanières, des tarifs qui déstabilisent donc le secteur économique. Et on a aussi des débats des dialogues souvent qui sont un petit peu néfastes et malsaines en ce qui concerne le vivre ensemble. Euh, Moi, j'ai l'espoir qu'on va se retrouver parce que euh, l'ennemi, c'est pas nos voisins, nos amis. Il faut tout le monde. Euh, il y a beaucoup de distractions. Il y a des salles de bal. Il y a le Venezuela, invasion. Il y a beaucoup de distractions, mais les gens peuvent vivre ensemble plus sainement. Euh, France, j'ai pris le mot de la femme, mais je voulais te remercier pour ton inspiration, ton travail. Vraiment un plaisir. Merci en pile. Merci, Opil. Bien, écoute, Paul, j'ai une obligation de continuer à faire ce que je fais. J'ai des enfants, des jeunes adultes qui vont avoir des petits-enfants. Je suis grand-père depuis l'année dernière. J'ai l'obligation de combattre mes combats et non pas de déléguer aux générations à venir ce que je devrais combattre. Donc, je souhaite tout au moins freiner cette décadence qu'on voit de notre société pour protéger mes descendants et aussi de démontrer à mes enfants qu'il est nécessaire de s'impliquer. Et puis, pour finir, justement, c'est que pour les gens qui me connaissent, je me promène toujours avec mon drapeau haïtien partout à Montréal, quelle que soit la manifestation, même si c'est pas comme ça. Mais la question de solidarité des peuples, pour moi, est importante. Et quand mon bras est fatigué à porter le drapeau, bien, c'est un de mes enfants qui me dit, Papa, laisse-moi continuer pour toi. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je peux recevoir. Fantastique, France. Tu es vraiment une inspiration. Bon courage et puis jusqu'à la prochaine fois. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup.